Salut, bienvenue dans cette FAQ dans laquelle je vais répondre à plusieurs questions diverses et variées, questions qui reviennent assez souvent, mais sur lesquelles maintenant je vais pouvoir développer, parce que sur Instagram, c'est pas forcément facile de développer. Donc des questions d'ordre technique, d'ordre artistique, les influences, d'ordre les projets, etc. J'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissent intéressantes et sur lesquelles je vais pouvoir développer. Alors c'est parti. Quel matériel utilises-tu? Ça, c'est la grande question, c'est celle qui revient le plus souvent. Alors, c'est simple, aujourd'hui, je vais tout vous montrer. Tout ce que j'utilise, comme ça, il n'y a pas de problème, tout sera clair. Alors, j'utilise des boîtiers Nikon. J'en ai trois. Le D850, qui est celui avec lequel je suis en train de filmer en ce moment. Le D750, autre boîtier Nikon full frame qui est juste génial. Qui fait très très bien le boulot et avec lequel j'ai fait beaucoup des photos de nuit que vous avez vues ces dernières années en tout cas. Un vieux D700 qui est mon premier boîtier Nikon et que je garde parce que en fait je suis un peu attaché. J'utilise très peu mais il a un vieux côté vintage du fait que la dynamique sur ce boîtier là est nécessairement beaucoup moins importante que sur un D750 ou un 850. Il y a un rendu particulier et donc voilà, celui-là j'y garde, je le tiens. Aujourd'hui ça vaut plus grand chose mais en tout cas voilà, moi il me plaît bien. Ensuite, en termes d'optique, alors j'utilise pas mal d'objectifs de la série Art, de la gamme Art de Sigma. Donc ça, c'est un 20 mm 1.4, pareil, hein, utilisé pas mal en photo de nuit. Le désavantage de ces optiques-là, c'est qu'elles sont assez lourdes. Donc voilà, faut en tenir compte. Le 35 mm 1.4 série Art Sigma, qui est celui-là. Donc pareil, je peux pas vous le montrer, mais super optique. Toujours dans la même gamme, le 50 mm Sigma Art, voilà, qui est pareil, lourd mais top. Un 24 mm Nikon 2.8, qui est tout petit, qui est tout léger et qui marche super bien, y compris sur des gros capteurs comme le 850. Optiquement, il fait tout à fait bien le travail. Un 24-70 2.8 Tamron que je crois j'ai fait trop souffrir et du coup il tire un peu la gueule optiquement, donc je pense que je vais changer pour passer au Sigma Art également, mais bon voilà, il est en soi très correct. Un 85 mm 1.8 Nikon qui est très bien, qui est assez léger aussi, optiquement qui est voilà, rien à dire. Et enfin un 70-200 f4 et non pas le 2.8 que j'avais et que j'ai revendu pour le f4 tout simplement parce qu'il est 2 fois plus léger. Ensuite j'utilise des filtres de la marque Nisi. Donc c'est une très bonne marque de filtre. Je les utilise assez peu, mais je suis quand même content de les avoir. Il y a un très bon polarisant, il y a une monture avec tout un tas d'adaptateurs pour différents diamètres de vos objectifs. C'est hyper qualitatif, enfin bon, c'est du très bon matos. Donc voilà, c'est assez cher, mais c'est très bien. Un flash que j'utilise très rarement, c'est surtout sur certains travaux de commande ou certains mariages, ça peut m'arriver. Mais c'est rarissime, je privilégie 99% du temps la lumière naturelle. Un drone, le Mavic 2 Pro, avec lequel j'ai réalisé le film Core, que vous avez peut-être vu pour certains. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets donc un petit extrait là, ça va être là, et la petite fiche qui apparaît ici. Donc allez jeter un œil. C'est de la tuerie ce truc. Voilà, c'est simplement de la tuerie, c'est génial et ça ouvre tout un tas de perspectives super intéressantes. Combien de temps as-tu mis et quelles ont été les étapes pour que tu puisses vivre de la photo? Il m'a fallu environ 5 à 6 ans pour que je puisse, dans ma tête, me considérer vraiment comme un photographe pro. Qui en tout cas gagnait sa vie avec, alors moins bien à l'époque qu'aujourd'hui bien sûr, mais qui avait en tout cas un bagage suffisamment solide pour prétendre à mieux, toujours mieux, etc. En tout cas à essayer. Il a fallu aussi que je lâche mon ancien métier progressivement, qui était graphiste, métier que je n'aimais pas du tout, parce que artistiquement je n'arrivais pas à m'accomplir et en gros ce qu'on me demandait de faire c'était finalement de mettre en avant des produits sous des formes diverses et variées, chose qui me gonflait au plus haut point. Donc je pense que j'ai très bien fait de quitter ce métier-là et que j'ai été
extrêmement heureux le jour où on m'a appelé pour une mission en graphisme et que j'ai dit non, je ne suis plus graphiste. Là, ce jour-là, j'ai considéré que j'avais en partie réussi ma vie. Il a également fallu exploiter des opportunités, c'est des rencontres, enfin c'est des choses comme ça, voilà, je veux pas faire le discours d'Edouard Baird dans Astérix, hein, mais en fait c'est un petit peu ça quand même, quoi. C'est du hasard, c'est oser des choses, c'est le culot, frapper aux portes de certains professionnels pour leur montrer ce que je faisais, qui j'étais, et la motivation que je pouvais avoir. Et puis surtout, en fait, une des étapes primordiales pour moi, c'est de savoir dire non. Le métier de graphiste m'a appris ça aussi, c'est que métier dans lequel j'étais tellement pas investi, en fait j'acceptais un petit peu tout et n'importe quoi. Dans la photo, c'est pas ça que je voulais être moi, je voulais exister pour ce que j'étais et m'accomplir là-dedans. Donc il faut aussi savoir dire non et refuser des choses, parce que ça va pas nous amener bien loin. Donc il a fallu aussi dire non. J'ai eu la chance quelque part d'assez vite savoir ce que je voulais pas. Mais avant de savoir ce que je voulais vraiment, ça m'a pris un peu plus de temps. C'est pour ça aussi que j'ai dit 5-6 ans. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je fais de la photo. Et je suis content de la direction que ça a pris ces dernières années parce que c'est quelque chose dans lequel je m'accomplis complètement et qui en fait me donne toujours un but à atteindre plus loin, parce que là où j'en suis aujourd'hui, je me dis ah mais super, il y a ça qui peut arriver, ça. Donc là je sais que je suis sur le bon chemin. C'est que ça en fait qui me fait dire que j'ai pris aussi des bonnes décisions, pas que bien sûr, mais voilà. Il me semble que tu es de Bordeaux, pourquoi ne pas faire une rencontre entre photographes des environs? Alors c'est une idée, sachant en plus que sur Bordeaux il y a beaucoup de bons photographes dans des domaines divers et variés. Certains sont des amis, des collègues, et évidemment je connais pas tout le monde. Pourquoi pas, ça se fait déjà hein, sur certains trucs, mais bon, c'est une idée effectivement à penser pourquoi pas plus tard dans l'année. Travailles-tu pour des entreprises, promotions, clips, etc. Alors oui, bien sûr. Donc je travaille, certains le savent déjà parce que je le montre aussi, je travaille avec le Ballet de Bordeaux, plus exactement, avec l'Opéra de Bordeaux, mais surtout avec le Ballet, pour un gros projet sur 3 ans. J'ai déjà travaillé avec eux et j'ai exposé à l'Opéra de Bordeaux. Mais je travaille également pour des entreprises, pour des commandes de corporate, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive. Du portrait, pareil, c'est rare, mais ça m'arrive. Des particuliers, ça peut arriver. Et je fais aussi du mariage. Alors maintenant, j'en fais très peu, pour garder le plaisir d'en faire. J'en fais 2-3 par an et ça me suffit largement. Je ne veux pas en faire plus. J'ai eu la chance avec le mariage de pouvoir bosser à l'étranger, à Hong Kong notamment, où je bosse beaucoup pour des Anglais en fait. Des Anglais, des Américains qui se marient en France. Et c'est toujours des chouettes moments, de rencontre. Surtout qu'en plus de ça, je suis en général le seul Français. Et ça j'adore parce que j'ai l'impression de voyager même sur un mariage. Après, je travaille aussi pour des magazines. Alors soit c'est du reportage, soit c'est une commande en fait de certains magazines. Soit c'est des magazines qui m'achètent des photos. Souvent ça a été des portraits de personnalités que j'ai pu faire. Donc voilà, ça peut être publié dans le Figaro, l'Express, Le Point, La Croix, France 2, Le Monde, enfin bon, voilà, j'ai eu quelques photos comme ça, mais je suis pas un photographe de presse. Mon travail, l'identité qui me définit vraiment, c'est celle que je montre surtout sur Instagram, mais c'est vrai que c'est celle qui m'attire aussi d'autres travaux. Quel est ton mode opératoire une fois le shooting fini? Classement, tri, retouche. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que le travail est terminé, quel que soit le travail que j'ai fait, donc photo de nuit, de montagne, ou une mission, une commande, quoi que ce soit, j'importe les photos dans un catalogue Lightroom que j'appelle import, tout simplement. Et je les mets dedans. Une fois que c'est fait, je fais ma sélection d'images. Et ensuite, celles qui sont sélectionnées, je les travaille. Si c'est une commande, j'envoie ça au client, il me dit c'est bien, et dans ce cas c'est cool, et je supprime les photos que j'ai pas gardées. Soit il me dit est-ce que tu n'aurais pas telle ou telle photo par hasard, et dans ce cas je regarde dans les photos que j'ai pas gardées si j'ai ça, je la rajoute le cas échéant, et je vire le reste. Tout ce que je n'ai pas sélectionné, dans tous les cas, ça finira par être dégagé parce que ça prend de la place pour rien. Une fois que c'est fait, je les importe avec les fichiers XMP. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais comme je change de catalogue Lightroom, je mets le fichier XMP comme ça, il garde les retouches que j'ai faites sur la photo. Je les importe dans le catalogue qui correspond au thème des photos.
Et ensuite, je les classe dans des collections dans Lightroom. Voilà, ça c'est mon process. C'est celui qui me va bien aujourd'hui. Mais après, ceux qui ont d'autres process, ça m'intéresse de voir aussi comment vous faites. Donc si vous en avez, dites-le en commentaire. Je suis curieux de voir, puis ça peut aider tout le monde, je pense, à trouver aussi sa manière de fonctionner. Comment choisis-tu les lieux où tu prends tes photos? Alors, en fonction de ce que je veux faire, il y a plusieurs manières de le faire. C'est-à-dire que si je veux aller sur de la photo de nuit en forêt ou plage, etc., en fait, soit j'explore un lieu, soit ce sont des lieux que je connais, et puis voilà, je me dis, tiens, ça peut être bien là pour ci, pour ça. Soit Google Earth, c'est quand même un outil qui est assez génial. Ça donne une bonne idée. Et surtout quand on est à l'étranger, quand on part à l'étranger en tout cas, ça permet aussi de se dire, tiens, là, ça peut être bien, là, ça peut être bien. Donc c'est un bon moyen de faire du repérage. Maintenant, ça ne fait pas tout. Il y a le facteur chance, il y a le facteur instinct sur le terrain. C'est-à-dire que, hop, je vais être, mettons, sur un chemin, et puis je me dis, tiens, là-bas, ça a l'air chouette, et je vais voir. En Islande, par exemple, on était à pied, donc, avec 2 autres photographes, et en fait, à un moment donné, on a quitté la route parce qu'on fonctionnait avec un GPS de marche. Et ça nous a permis de marcher dans un endroit où potentiellement, peut-être, personne n'a jamais marché, mais ce sentiment d'abandon, moi, me fascine. Donc, je m'arrange toujours pour pouvoir aller dans des situations comme ça. Maintenant, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais quand je fais les photos près de chez moi, donc forêt et puis plage la nuit, là, je reviens souvent au même coin parce que je sais qu'il y a du potentiel. Tu es très axé paysage et reportage avec l'Opéra de Bordeaux. D'autres envies? Oula, plein, je ne vais pas toutes les citer. Une de mes envies principales, c'est écrire un livre. Quand je dis écrire un livre, c'est pas un livre photo, c'est un livre, un roman. Ça, c'est quelque chose qui me plairait énormément. J'ai évidemment dans l'idée de faire un livre photo, on m'a posé la question plusieurs fois, mais j'ose espérer que d'ici 1 à 2 ans, ça va être fait. Après, un autre projet perso, j'aimerais tourner des courts-métrages de films d'horreur. Ça me... Mais quelque chose de très dans l'ambiance, créer vraiment une ambiance particulière, pas dans la démonstration, pas dans le monstre, ça m'intéresse pas. Créer voilà, une ambiance particulière sur des films de 2-3 minutes, 5 minutes peut-être. Voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais pour l'instant, voilà, ça je peux dire que c'est dans les cahiers à moyen terme. Est-ce que tu as entendu parler de l'application photo GuruShots? Si oui, tu en penses quoi? Alors GuruShots, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une application qui permet de partager ses photos un petit peu partout dans le monde et avec des systèmes de concours par thème. Des concours qui sont toutes les semaines ou des concours sur tel ou tel thème, etc. J'avoue, je connaissais pas trop, j'en avais entendu parler, donc du coup j'ai testé. J'ai pas testé à fond. Sur le principe de partager ces images, en général, c'est toujours bien. Et il y a très peu de choses à redire sur le principe parce que c'est aussi un des buts de la photo. C'est d'être vu, c'est d'être partagé, c'est de confronter des avis, des jugements, etc. Ça, c'est bien. Maintenant, le problème que je vois dans cette application-là, mais encore une fois, j'ai pas bien fouillé. L'interface est complètement bordélique, il y en a partout. J'ai pas trop compris à quel concours je pouvais participer et pourquoi. Et surtout, on vous force, on vous encourage très fortement en tout cas, à voter énormément pour les photos et pour votre visibilité. Plus vous votez, plus vous êtes visible. Alors c'est de bonne guerre, sauf que le problème que je vois à ça, c'est que personne aujourd'hui ne prend le temps de bien faire les choses. Et je parle pour moi aussi, hein. Ce qui veut dire que plutôt que de chercher les belles photos sur lesquelles vraiment voter, je pense qu'à un moment donné, on en a marre et qu'on clique un peu au hasard. Et au final, on se retrouve avec des avis biaisés et on se retrouve dans un cercle qui va pas pousser à progresser. On va être entouré de photos moyennes, voire médiocres, parce que très honnêtement, j'ai vu beaucoup de photos moyennes et médiocres sur cette application. Et quelques photos se sortaient du lot, heureusement, mais j'ai l'impression que finalement, c'est la majorité des photos qui vont ressortir. Et ça, c'est un problème, parce qu'au final, ça va juste flatter l'ego des uns et des autres,
Et qu'est-ce qu'on va gagner au final? Est-ce qu'on va vraiment progresser? Est-ce qu'on va vraiment voir de belles images? J'en suis pas sûr. À la rigueur, je préfère la démarche d'Instagram qui fait que si vous vous abonnez à un compte d'un photographe ou d'un artiste, quel qu'il soit, vous le faites en connaissance de cause parce que son travail vous plaît. Tout ne vous plaira pas forcément, mais en tout cas, et quel que soit le niveau, je parle pas d'être pro, amateur ou quoi que ce soit, on s'en fout. Un artiste, si le travail vous plaît, voilà, vous n'êtes pas dans une espèce de garage où des photos vous arrivent à la tronche, vous ne savez pas qui les a fait, pourquoi, etc. Et vous vous retrouvez avec tout et n'importe quoi. Donc moi je mets un gros bémol sur ce genre d'application, ça n'est que mon avis. Si vous en avez un différent, pareil, en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Allez jeter un œil, faites-vous votre propre opinion, l'application est gratuite, donc allez-y. Dans quel pays comptes-tu aller? Alors, le prochain pays dans lequel je pars au jour d'aujourd'hui, je pars pile dans 2 semaines. Là, je tourne ça, on est le combien? 2 février. Je pars au Kilimandjaro. Je vais grimper donc le Kilimandjaro, je pars dans 2 semaines. Ça va être intense, je pense. Donc bah, écoutez, il me tarde de partir. Donc ça c'est la prochaine destination, j'en reparlerai d'ici quelques temps plus en détail, avec il y aura quelques petites choses intéressantes là-dessus. Donc bien évidemment, il y aura photos et vidéos qui vont être tournées là-bas. Prochain voyage, il y en a beaucoup, y compris revenir dans des endroits où je suis déjà allé. Revenir dans le plus beau pays du monde, qui est la Nouvelle-Zélande, il n'y a même pas à discuter, c'est celui-là. Pour les paysages, pour les gens, voilà, j'ai passé du temps là-bas, il ne tarde qu'une chose, c'est de repartir là-bas, y compris le Japon, le désert d'Atacama, le lac Baïkal, l'Antarctique, pas mal en solo, tout ça, c'est des choses que j'aimerais faire en solo. Donc voilà, il faut mettre tout ça en place, mais je pense que ça va se faire. Et idéalement, peut-être que je vais le faire cette année, traverser l'Atlantique en cargo. C'est un truc que j'ai envie de faire parce que prendre l'avion, c'est bien, c'est chouette, mais on prend pas le temps. Alors qu'en cargo, on est un peu forcé à une sorte de retraite spirituelle qui, moi, me plaît. Surtout qu'on est sur un élément qui fait... Enfin, je veux dire, les océans, c'est quasiment 3/4 de la surface de la Terre. Aujourd'hui, faire un Paris-New York, ça prend 7 heures. Le faire en bateau, ça prend 7 jours, quoi. 7 jours, et moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, je me dis que... Enfin voilà, ça répond aussi à des choses qui font que je cherche toujours à m'éloigner le plus possible de ce que je connais, de ce qui existe, de l'humanité, de tout ça. C'est moi quelque chose qui me fascine. Moins j'en ai, mieux je me porte. Qu'est-ce que pour toi une belle photographie? Oh putain! Oh là 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 là! Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans quelques instants. Un jour mon père m'a dit le meilleur vin du monde, c'est celui que tu préfères. Ben là c'est pareil. Penses-tu nous filmer un jour la prise de photos? Absolument. J'ai 2 vidéos que j'aimerais faire par rapport à ça, qui vont arriver dans pas trop longtemps. D'ici, en tout cas la première devrait arriver d'ici, je sais pas, 2 mois, quelque chose comme ça. La première, donc ce serait, on va dire, un circuit classique de photos de nuit. Voilà, qu'est-ce que je mets dans mon sac, le trajet vite fait, sur place, etc., avec quelques commentaires sur place. J'attends de récupérer une GoPro pour faire ça, la dernière GoPro. Et puis voilà, faire tout ça, donc ça arrivera bientôt. Et la deuxième, j'aimerais vous montrer un peu comment je travaille quand je suis en coulisses à l'Opéra de Bordeaux. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a des droits de diffusion, des droits, etc. Donc, on en est plus dans le juridique. Je pense que ça ne doit pas poser problème. Mais voilà, il faut que je demande les autorisations avant pour que ce soit clair. Et que je ne peux pas filmer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais voilà, vous montrez ça parce que je pense que c'est hyper intéressant le fait de... Enfin, moi je suis tout à fait conscient de la position de privilégié que j'ai par rapport à ce travail-là, que je rapproche d'ailleurs beaucoup de mon travail en paysage. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais développer en vous montrant un petit peu tout ça, mais ça viendra très vite. D'où viennent tes inspirations et quelle est ta formation? Je vais d'abord répondre à ma formation. J'ai fait une école d'art à Bordeaux. De toute façon, j'ai jamais été trop scolaire, mais en fait, une formation dans laquelle je dessinais énormément. J'ai dessiné de toute façon depuis tout petit, très vite, beaucoup, énormément. Et quand je suis rentré en école d'art, je dessinais tout le temps, en anglais, en français, en maths, il y a des maths. Bon. Bref, mais
voilà, je dessinais tout le temps et ça m'a plus amené vers un métier d'illustrateur finalement que de photographe, parce que j'ai absolument pas du tout appris la photo en école, hein, ça a été l'école de la vie, hein, en gros. Et il a fallu, quand je me suis mis à la photo, il a fallu désapprendre tout ça, il a fallu oublier, pas occulter, hein, mais oublier ce que j'avais appris, parce qu'au final, ça m'avait juste appris des règles qui m'enfermaient pour faire de la photo telle que je la fais aujourd'hui en tout cas. Concernant mes inspirations, alors elles sont multiples. Je ne parlerai pas de photographe parce que je vais dédier une vidéo à ça, qui arrivera plus tard. Concernant le cinéma, j'aime beaucoup les films assez noirs. Je suis un grand fan de films d'horreur. Je suis toujours à la recherche du film d'horreur ultime. Je développerai pas tel ou tel film, c'est pas le sujet, mais moi, des films qui m'ont énormément marqué dernièrement, ça a été It Follows et Goodnight Mommy, qui sont deux films un peu, on va dire, marginaux par rapport à l'horreur à laquelle vous pouvez penser quand vous pensez film d'horreur. Les films qui parlent d'une certaine forme d'oppression me parlent assez bien. J'y trouve beaucoup d'inspiration, quand c'est bien fait en tout cas. J'adore les films sur les chemins de vie, sur l'accomplissement personnel. Alors ça peut aller de l'Histoire sans fin en passant par Le Seigneur des Anneaux jusqu'à Le bonheur est dans le pré. Hein. C'est-à-dire ces gens qui croient qu'ils ne peuvent pas, alors qu'ils peuvent faire 100 fois ce qu'ils pensaient être capables de faire. Ça me parle énormément. Ça, c'est l'une des plus belles aventures parce que c'est l'aventure de chacun. Et je crois que c'est pour ça qu'elle me plaît et que c'est ce que j'essaie de faire à moindre échelle, évidemment. Voilà, l'accomplissement, c'est de toute façon une quête de tous les jours, même si on n'en est pas conscient. Et voilà, donc j'ai un attrait pour ce genre de film. J'adore également le boulot de Lars von Trier, donc celui qui a fait Mélancolia, qui a fait beaucoup d'autres films, Antichrist, etc. Il y a une photo incroyable, enfin ce réalisateur, je suis archi fan de ce mec. D'une manière générale d'ailleurs, je pense que l'oppression artistique est super intéressante à décortiquer. Et moi j'y trouve pas mal d'inspiration. Concernant les films d'animation, bon, vous prenez Miyazaki, vous prenez tout ce qu'il a fait et vous regardez tout. Et vous le montrez à vos enfants si vous en avez, juste parce que ce sont les meilleurs films d'animation du monde. Auquel on peut rajouter Le Roi et l'Oiseau aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est d'une poésie, c'est d'une maturité, c'est d'une intelligence rare à voir, absolument. Je pourrais aussi citer un Disney quand même, j'aime bien les Disney, mais Alice au Pays des Merveilles. Best Disney ever. Là, peindre cette gentille folie avec autant d'intelligence, de rythme, de couleurs et d'intention, c'est superbe. Lewis Carroll était de toute façon un génie et son livre a été brillamment adapté au cinéma. Voilà, moi et j'aime beaucoup d'ailleurs dans Alice au Pays des Merveilles l'atmosphère confinée qu'on peut trouver dans les forêts du film à un moment donné. Je trouve ça assez dingue, ça me rappelle aussi certains bouquins de l'enfance comme Max et les Maxi Monstres, où il y avait cette forêt de nuit toujours. Voilà, ça, ce sont des choses qui m'ont de toute façon marqué. Alors c'est pas en général une chose ou deux choses ou trois choses, c'est un amalgame de choses qui ont fait que je ressens moi les choses aujourd'hui comme ça, comme ci. Et c'est chacun a une histoire, hein, mais avec des influences différentes. Moi les miennes ce sont celles-là. Concernant les auteurs, alors j'adore Lovecraft. Pareil, c'est quelqu'un qui décrit la folie comme personne et qui surtout parle de l'universalité par l'inatteignable. Parce que c'est trop grand, parce que c'est trop gargantuesque, c'est trop cyclopéen, c'est trop fou pour être compris, pour être digéré. Et cette démesure, ce côté colossal me fascine. Et c'est ce que je tente aussi de retrouver quand je pars en montagne, quand je pars, voilà, la démesure me fascine. L'écrasement comme ça, c'est par rapport à l'humain, ça replace l'humain dans son second rôle et c'est ce que j'essaie un petit peu de montrer des fois. Mais voilà, Lovecraft, c'est une référence pour moi qui est absolue. J'adore Robert Howard, celui qui a écrit Conan notamment, bon Tolkien évidemment. Je pourrais citer des auteurs effectivement qui sont aussi
tout à fait contemporains, ils ne sont pas du tout dans la fiction. J'adore, alors rien à voir du tout, j'adore Mathieu Ricard, j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est vraiment quelqu'un qui est exactement comme il semble être. Ces gens-là, c'est une sorte de point de repère, quelque part. Pour la peinture, j'adore la période du romantisme noir, avec Goya notamment. Il y avait une expo à Paris il y a quelques années, j'en étais ressorti comme un gosse. Parce que pareil, on est toujours dans la démesure, dans le noir, dans le cataclysme, dans tout ça. J'y trouve il y a une beauté qui est presque taboue parce que pour pas mal de gens, j'ai l'impression que parce qu'une chose est joyeuse, elle est belle. Parce qu'une chose est positive, elle est belle. Mais il s'avère que des fois, si on creuse un peu, c'est pas forcément vrai. Et surtout, c'est loin d'être une vérité absolue. Tout comme ce que je suis en train de dire n'est pas une vérité absolue. Je trouve beaucoup plus de nuances dans les ténèbres que dans le positivisme évident. Encore une fois, voilà, ça n'appartient qu'à moi comme jugement. Donc, voilà. Mais c'est là-dedans que moi j'y trouve des choses positives. Donc tant que j'y trouve des choses positives, je continue de creuser là-dedans et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Je suis très influencé également par la musique classique, pareil, Debussy et beaucoup de musique de films à ce sujet. Alors, l'ABO de Conan, qui a été composé par Basile Polidouris, compositeur grec, est juste sublime. Je ne vais pas parler des films les plus évidents, mais il y a également un compositeur polonais qui s'appelle Wojciech Kilar, qui a composé la musique de Dracula, le film de Coppola, et qui a fait la musique du Roi et l'Oiseau. Ces deux BO qui sont sublimes. Voilà. Je pourrais en citer un milliard, mais voilà. En tout cas, ces trois-là, écoutez-les si vous ne les avez pas écoutés. Ah oui, au cinéma, j'ai oublié de dire, je suis fan, archi fan d'Alien. J'adore. Bon, alors, je parle pas des merdes comme Prometheus ou Alien Covenant, qui sont des films visuellement très beaux, mais qui sont des sous-merdes scénaristiques affligeantes. Mais en tout cas, pour Alien, pour moi, je ne sais pas si on a fait mieux depuis que en tout cas les deux premiers. Même le troisième, que j'ai beaucoup aimé. Même celui de Jean-Pierre Jeunet, j'ai trouvé très bien. La musique, c'est, j'ai envie de dire, presque 50% de mon travail, parce que c'est ce qui me guide et que je choisis les musiques en fonction de ce que je veux montrer, ou en tout cas extraire des photos que j'ai faites. J'écoute beaucoup de métal, j'écoute beaucoup, notamment pas mal de black metal, pas de death metal, mais enfin si, mais en tout cas beaucoup de metal, ouais, de black metal, en tout cas, pareil, plein de groupes, parce que j'y trouve il y a un côté très ténébreux, très puissant, très dense, qui fait ressurgir des choses énormes. Et qui, moi, voilà, encore une fois, là, je suis vraiment dans l'instinct pur. Je vous parle de choses qui, moi, me parlent, mais par exemple, surtout sur la dernière série Mount, donc, qui était faite en montagne, j'ai beaucoup écouté cette musique-là pour me faire ressentir un peu ce côté puissant de la chose, aussi bien sur le terrain qu'en post-prod. En post-prod, en général, je fous les écouteurs et j'écoute ce genre de musique. Également donc des musiques de films. J'écoute beaucoup de post-rock, de shoegaze, de post-black, etc. J'écoute aussi de l'électro, de la synthwave. D'une manière générale, je m'inspire des choses cataloguées comme des choses de l'ombre, mais c'est là où j'y trouve toutes les nuances nécessaires au travail que je fais aujourd'hui. Et ça me rend incroyablement heureux, tout ce noir. Et parce que les choses évidentes sont souvent celles auxquelles on pense le moins, j'aurais pu citer l'illustrateur japonais Yoshitaka Amano, qui est une source d'inspiration énorme, une sorte de mentor par son travail. C'est un petit peu lui qui m'a donné, entre autres, l'envie de mettre mon sac sur le dos et de parcourir le monde. Et j'aurais également pu citer en musique le groupe Dead Can Dance, que j'ai découvert il y a presque 25 ans maintenant, et qui est juste un groupe absolument phénoménal. Dont la chanteuse Lisa Girard a beaucoup accompagné le compositeur Hans Zimmer, déjà. Un groupe incroyable qui m'influence beaucoup et que j'écoute très souvent quand je suis en train de travailler mes photos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première partie de la FAQ. Je m'excuse un petit peu de cette coupure abrupte. À l'origine, j'ai filmé la vidéo pour qu'elle ne fasse qu'une seule
qu'une seule vidéo. Vu la longueur, j'ai préféré la scinder en 2 parties. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour la partie numéro 2. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à la partager et bien évidemment à me poser vos questions ou faire vos remarques en commentaire. A très bientôt.